Dans la tête d'un cycliste, les blessures bêtes. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu fâcheux. Et pour cet épisode, j'ai l'honneur d'être accompagné par Fred. Salut Fred, comment tu vas aujourd'hui ? Salut Valentin, merci pour l'accueil, très bien. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même un petit peu fâcheux. C'est toujours un cycliste qui n'est pas blessé, c'est un cycliste heureux. La blessure, on va voir, elle vient de différents aspects. Mais pour commencer cet épisode, est-ce qu'on peut toujours éviter la blessure ? Alors, ce qu'on peut faire de manière certaine, c'est tout faire déjà pour l'éviter. Affirmer à 100% qu'il n'y aura aucune blessure grâce à telle ou telle méthode d'entraînement ou tel placement sur le vélo, c'est compliqué, mais déjà, on peut tout mettre en place et puis surtout être à l'écoute de son corps pour, s'il y a une blessure qui quand même doit arriver, au moins la sentir arriver et la prévenir et anticiper un petit peu pour faire ce qu'il faut et la soigner rapidement. Ah, c'est toujours compliqué. La soigner rapidement, on voit un petit peu le concept, la prévenir, essayer de comprendre quand elle va arriver. On voit que c'est un petit peu plus compliqué. Avec ton expérience d'athlète professionnel, justement, est-ce que toi, tu as rencontré cette fameuse blessure ? Est-ce que tu as appris au fur et à mesure de ta carrière pour justement l'appréhender ? Est-ce que tu aurais des conseils à donner, un petit peu un partage d'expérience pour nos auditeurs ? Oui, c'est sûr qu'en quasiment 15-20 ans de carrière à haut niveau en triathlon, j'en ai connu des blessures. Alors l'avantage, c'est qu'on en apprend pas mal sur l'anatomie, la biomécanique, le nom des muscles, etc. Et on devient un petit peu expert dans certaines blessures puisqu'on va chercher par tous les moyens de la soigner, comment c'est arrivé. Et finalement, en général, quand on a une blessure, on se dit qu'au moins celle-là, on ne l'aura plus parce qu'on a compris pourquoi elle est arrivée et on a compris surtout comment la soigner. Donc, au premier signe d'une prochaine blessure du même type, au moins on réagit tout de suite et on est à même de faire en sorte qu'elle ne se développe pas. Et justement, toi, est-ce que tu aurais une blessure qui t'a un petit peu embêté tout au long de ta carrière ? Est-ce que tu aurais une blessure récurrente sur le genou, sur le tendon d'Achille, je ne sais pas, quelque chose qui est associé au vélo ou alors c'est quelque chose qui t'a pas trop concerné ? Oui, dans la pratique du vélo, j'ai eu des tendinites, on va dire, de la patte doigt à l'extérieur du genou, donc douleur de genou. J'ai eu aussi des tendinites du moyen fessier. Ça a été souvent des tendinites. Moi, j'étais, je pense, un peu fragile des tendons aussi. Mais sinon, toutes les petites blessures qu'on peut avoir avec le vélo, comme à cause des frottements sur la selle, à cause du dos, on va dire que c'est des micro-blessures qui ont été assez facilement gérées grâce à l'adaptation, le suivi du kiné, et donc qui ne m'ont pas forcément handicapé sur le long terme. Et justement, avec ta casquette, j'ai envie de dire, d'entraîneur, avec tous les athlètes que tu vois passer, sur cette partie vraiment vélo, c'est quoi les blessures les plus courantes que tu es amené à rencontrer avec ces athlètes-là ? Eh ben, justement, les blessures, d'ailleurs, c'est peut-être le premier conseil qu'il faut donner quand on parle de blessures et quand on veut surtout essayer de les éviter et de les soigner, il faut comprendre l'origine. C'est la première question, ça paraît bateau comme ça, mais finalement, quand on a une douleur quelque part, inconsciemment, c'est naturel, on se dirige vite vers la solution. Et finalement, on va traiter la solution, traiter, mais le problème est encore là. Okay. C'est comme écoper une barque qui coule alors que le trou, il n'est pas bouché, quoi. Et c'est infini. Et finalement, il y a un gros travail de questionnement à faire sur l'origine. Ça peut être vraiment tellement vaste en plus, l'origine. Ça peut être dû à une mauvaise position. Donc pour les énumérer un petit peu, les classiques, les douleurs de genoux, c'est souvent une hypertension du genou qui va aller frotter le tendon sur l'extérieur du genou. Donc ça, c'est une inflammation du tendon. Les moyens fessiers, ça peut être dû plutôt à un surentraînement. Donc les deux sources, de toute façon, c'est la position et un entraînement mal géré, soit surentraînement, soit trop d'un coup. Okay. Donc il y a des solutions, mais au moins, il faut faire l'effort de bien chercher, soit avec son médecin, soit avec son kiné, soit tout seul. Mais en tout cas, il faut chercher la cause. Ouais, il y a vraiment une notion de prise de recul sur soi-même, d'essayer de comprendre pourquoi on est blessé là, quelles sont un petit peu les conséquences de tout ça. Et justement, par rapport à cette remise en question, est-ce que là, on a vraiment des auditeurs qui sont certains experts, certains vraiment très débutants. Par exemple, pour les débutants, est-ce que tu vois très souvent une blessure qui est
très courante pour le débutant et en fait au fur et à mesure quand tu as un suivi d'un athlète tu te rends compte que cette blessure elle n'apparaît plus. C'est quoi un petit peu ton retour d'expérience là-dessus? Ouais, en fait, le vélo a quand même un gros point positif, c'est que c'est un sport porté. Donc, on a des blessures qui sont souvent dues à un problème de mouvement, Ok. un problème mécanique. Donc, c'est souvent le placement en fait qui peut gérer des problèmes. Et les blessures dues au placement, elles peuvent être au niveau des genoux, au niveau des hanches, au niveau du dos. Ça peut être des tensions, des courbatures, des contractures, des tendinites. Et ça peut être un peu partout, suivant les profils. En tout cas, suivant le mauvais placement. Si la selle est trop haute, trop basse, le guidon trop loin ou trop proche. Ou les cales des chaussures aussi, avec les pieds trop en canard ou trop en chasse-neige. En tout cas, ou trop vers l'avant ou trop vers l'arrière. En tout cas, ces réglages sont souvent... c'est un petit peu la loterie. Ça va tirer à un endroit de la chaîne postérieure ou de la chaîne antérieure du muscle. Et ça peut se réveiller là où l'athlète a une fragilité. Ouais, donc on se rend compte qu'en fait, finalement, il y a tellement, et on va rentrer dans les détails après, des causes, des blessures, d'où ça vient, pourquoi, comment, mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de facteurs qui peuvent venir alimenter cette blessure. C'est pour ça que tu dis il faut identifier la cause, mais c'est là où c'est toujours aussi un petit peu, j'ai envie de dire, complexe. Et une question qui me vient comme ça, avant de passer vraiment à l'identification des causes, c'est est-ce que c'est normal, tu vois, quand on commence le vélo, de se dire, en fait, c'est normal que j'ai mal aux fesses quand je suis assis sur ma selle, c'est normal que ça me tire dans la nuque. Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont totalement normales et c'est juste une adaptation du corps? Comment tu vois, toi, cette partie-là? Et ouais, c'est ça, c'est là un petit peu la difficulté quand on débute, c'est qu'on a du mal à faire la différence entre la douleur due à l'entraînement, comme par exemple avoir mal aux jambes, ou alors, comme tu le dis très bien, la nuque qui va se renforcer parce que on est un petit peu en position couché sur le vélo et on doit relever la tête pour regarder devant. Je pense notamment à un vélo de chrono, par exemple. Et là, on a vraiment mal à la nuque, mais ça peut être aussi le mal de fesses. Hein. Quand on passe du temps sur la selle au début, les os, ils sont douloureux, ils sont sensibles, les os du bassin. Et ça peut être aussi un mauvais placement sur la selle. Donc, on retombe un petit peu sur les causes évoqué tout à l'heure, même le mal de fesses, finalement, ça peut être dû à un mauvais placement. Et le mal de dos et de la nuque aussi. Éventuellement, cette procédure de positionnement sur le vélo, elle doit être aussi progressive que l'entraînement. Donc finalement, dans les deux catégories qu'on a identifiées, où on va pouvoir placer chacune des blessures, la position et l'entraînement, il faut adopter les fameuses règles qu'on a évoqué dans un podcast précédent, à savoir la progressivité et la régularité, les deux premières. Et donc, quand on veut arriver à une position, par exemple, plus aéro, il faut y aller progressivement. Donc, au début, le conseil, c'est vraiment de trouver une position confortable, déjà, ou qui va susciter aucune douleur, aucune tension superflue. Et si on peut, faire appel à un professionnel. Mais surtout, l'objectif, c'est déjà de pouvoir rouler de manière confortable. Et dans un deuxième temps, on va aller chercher plus d'aéro, plus de puissance, un placement sur la pédale peut-être plus optimal, mais surtout déjà s'habituer à la position, s'habituer à l'effort, essayer d'avancer un petit peu la selle ou le guidon, ou recaler ses chaussures. Ouais, donc finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal d'ajustements déjà pour éviter les petites douleurs qui tournent en tête quand on est à l'entraînement, quand on est en train de faire justement ces grosses sessions-là. Et avant de passer vraiment on va dire aux signaux pour identifier ces blessures, je voulais faire par exemple un focus sur la selle. C'est vrai que par exemple sur le vélo de route, finalement c'est des selles qui sont assez fines quand on ne connaît pas trop ce sport, quand on le débute, alors que on va dire dans la culture générale, les vélos qu'on croise dehors en Vélib, etc., c'est vraiment des grosses selles avec un bel amorti. C'est quoi cette notion-là? Est-ce que c'est juste, en fait, finalement, c'est le corps qui s'habitue à une selle aussi fine, ou justement, il y a quelque chose d'autre à aller chercher sur cette position de la selle pour éviter les douleurs qui vont engendrer une blessure, justement? Oui, ce qu'on n'a pas tout de suite à l'idée quand on compare les selles des Vélib avec les selles des vélos de route, c'est le temps qu'on va passer sur le vélo. Et ces selles qui sont faites pour des vélos citadins sont quand même étudiées pour des temps de roulage assez courts. Donc c'est vrai qu'on est à fond sur le confort avec une grosse mousse, donc on se dit c'est parfait. Au final, la selle est souvent un peu large,
destiné à accueillir vraiment des placements hasardeux, on va dire, plus ou moins en avant ou en arrière de la selle. Et sur le long terme, une sortie longue avec ce type de selle, sur le papier, ça pourrait être intéressant, mais pourtant, ça va créer des frottements, ça va créer de l'inconfort, ça va appuyer à d'autres endroits que sur les ischions et les os du bassin. Donc, sur le long terme, il vaut mieux privilégier les selles qui sont quand même relativement confortables maintenant et qui sont étudiées pour s'adapter aux os du bassin de chacun. Il y a des marques de selles où tu peux choisir, tu arrives avec un petit test, tu t'assois sur le banc à mémoire de forme, tu t'assois, ça prend l'empreinte, ils mesurent l'écartement des os et ils te disent, cette selle-là, il faut la prendre en telle largeur. Et là, tu es souvent bien assis. Malgré ça, les premières sorties, tu es quand même assis sur les os. Donc, c'est pas non plus de la mousse ultra souple, mais c'est nécessaire et il y a un petit temps d'adaptation. Ça vient relativement vite, mais il ne faut pas s'inquiéter du premier petit mal de fesses qui va disparaître petit à petit. Malgré tout, ceci étant dit, il faut aussi faire le nécessaire en amont pour avoir la selle adaptée et au moins on est confiant et on sait que si on a mal, c'est que c'est juste une période d'adaptation. Ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que c'est un sujet qui peut paraître dérisoire, mais finalement, on passe vraiment tout notre temps assis sur cette fameuse selle. On va changer de position pour trouver une autre position de confort et puis en fait, ça va engendrer une douleur au genou, etc. Et ce que je veux partager aux auditeurs, c'est vraiment, j'ai des amis, tu leur as dit, t'as mal sur ta selle, et en fait, ça fait 2 ans qu'ils roulent avec une douleur, ils n'arrivent pas à identifier, et finalement, on se rend compte que c'est juste l'assise. Mais on va passer à la partie identification des blessures. Tu nous disais qu'il y avait plein de manières, il fallait vraiment se poser la question de pourquoi cette blessure est présente, etc. En quoi la position sur le vélo est vraiment impactante sur cette partie, justement, blessure? En fait, elle est impactante parce qu'on va passer beaucoup de temps dessus et parfois de manière statique. Donc, par exemple, les points de contact entre le corps et le vélo, ça va être le cintre, la selle et les pédales. Et donc, les points de pression, c'est vraiment là où on peut avoir des douleurs. Donc, la selle, on en a bien parlé. Ça peut être aussi au niveau du canal carpien sur les mains. Donc, quand on est en position même relâché sur son guidon, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on peut écraser certains vaisseaux ou certains nerfs au niveau du poignet ou de la paume de la main. Et le fait d'être prolongé dans cette position pendant longtemps fait que petit à petit, le sang il circule moins, on a les mains un petit peu engourdies, on sent plus ses mains. Ça aussi, on peut considérer ça comme la blessure du cycliste. Okay. Et c'est nécessaire de s'attarder aussi sur ce point-là. Donc voilà, les 3 points clés, c'est le guidon. Donc il y a des guidolines qui sont un peu plus confortables que d'autres. Revoir un peu la position des mains aussi, changer, alterner. La selle, on a vu. Et après, il y a les pédales. Donc là, gros sujet déjà parce que même si on a trouvé sa position, les cales de vélo, parfois, il faut les changer. Ouais. Donc, de nouveau, une source de blessure si on règle mal ses pédales. Donc, il faut être au courant un peu et on va l'aborder ensuite des différentes techniques qu'il y a pour à la fois gérer son réglage de pédale et régler aussi le changement de cale. Et justement, tu parles beaucoup de la position. Je pense qu'on a tous regardé un petit peu ces tutos, de se dire, OK, je me mets le livre, je le remonte bien, je prends la distance, comme ça j'aurai ma distance pour mesurer vraiment cette partie-là jusqu'à la pédale. Mais finalement, est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Est-ce que c'est à moi de regarder plein de tutos pour savoir comment je dois me positionner? Est-ce qu'il y a, on va dire, des personnes qui proposent ce service-là? Oui, tout à fait. Il y a un gros business d'ailleurs dans le placement du vélo. Moi, personnellement, j'en ai fait plusieurs dans ma carrière. Chaque fitter, on va dire, a sa petite particularité. Moi, ce que je conseille quand on va choisir un prestataire pour aller choisir sa position, c'est qu'il raisonne de manière globale. C'est-à-dire déjà qu'il s'adapte au profil de l'athlète et qui s'adapte aussi aux volontés de l'athlète. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur une volonté de maximiser la position du pied et du genou pour avoir plus de puissance?
Est-ce on a envie de gagner en aéro ou est-ce qu'on veut juste être confortable sur le vélo? Et en fonction de l'objectif pour lequel on va le voir, eh ben, il faut vraiment s'adapter à ça puisque on peut être bien placé de différentes façons, soit une position très agressive, très aéro, soit une position au contraire plutôt à la cool, mais confortable, sur lequel on va passer beaucoup de temps. Et on peut le voir, ça, quand on compare rapidement en un clin d'œil la position des athlètes références, c'est-à-dire les pros, sur les différentes compètes, quoi. Sur le circuit pro, sur le Tour de France, ou les athlètes qui font du triathlon, du court, sur les vélos de chrono, sur le Tour de France, sur les vélos de chrono aussi, et aussi ceux qui font de l'ultra, qui vont quand même avoir une selle particulière, pas forcément épaisse, mais avec une stratégie de suspension, un guidon beaucoup plus haut, malgré tout. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a les coureurs du Tour de France qui vont faire un chrono avec des machines pour aller dans l'espace. Mais là, encore une fois, ça reste du vélo. Donc, le fitter, il faut lui donner un maximum d'informations. Il ne faut pas avoir peur de dire moi, l'aéro, je m'en fous. J'ai mal à cet endroit, j'ai mal ci, j'ai mal là. Voilà. Et deuxième point, juste pour finir par rapport à ça, quand on dit global, c'est l'intégralité. C'est-à-dire, pour moi, être bien placé sur le vélo, c'est indispensable. Ça passe par exemple, des semelles dans les chaussures. Et normalement, il y a des fitters qui font la totale, c'est-à-dire la gestion du réglage des cales, les semelles dans les chaussures, l'angle du genou qui est au-dessus de la pédale, le placement du bassin, l'écartement des os du bassin, l'avancement de la selle, etc. Je pense que c'est un global. Et maintenant, on a des outils hyper perfectionnés pour analyser tout ça et sortir des bons réglages. Et justement, en termes de prix, pour nos auditeurs qui nous écoutent, le coût d'une étude posturale, est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette? Parce que de cette question ressort une deuxième question de me dire, mais quand tu me l'expliques, pour éviter toutes ces blessures, on voit que c'est un petit peu la cause numéro 1, en fait, le positionnement sur le vélo, les cales, etc. Je me dis que c'est presque l'étape indispensable pour un cycliste. Finalement, est-ce que tu as justement cette courbe de prix et pour toi, ça serait le premier truc à faire, ou alors justement, il faut laisser passer l'entraînement et puis au fur et à mesure des années, c'est un petit peu quelque chose à aller mettre en place pour chercher encore plus de performance? Ouais, c'est une très bonne question parce que mine de rien, c'est un budget. Ça peut aller... Bon, je ne suis pas au courant des dernières études peut-être, mais je sais que ça peut monter presque à 500 €. Ouais. Mais on peut aussi trouver des études un peu plus, un peu moins poussées à une centaine d'euros. Donc voilà, on peut tester des choses. Après, je pense qu'il y a aussi le ressenti. Faut vraiment être à l'écoute. Et là, on rejoint un des piliers du podcast en termes de blessures. C'est l'entraînement aussi. Et souvent, quand on s'entraîne de manière progressive, ça laisse le temps de ressentir les choses. Et donc, finalement, bon, après, il faut avoir un petit peu d'expérience, mais je pense qu'on est aussi capable de comprendre où est-ce qu'on a mal et pourquoi on a mal, en se documentant un petit peu. Donc, ça peut donner déjà une première idée et éventuellement faire un premier réglage soi-même. Mais évidemment, moi, en tant que coach, le premier conseil que je vais donner, c'est d'aller faire une étude posturale parce qu'au moins, on ne joue pas avec le feu et tout de suite, on va au moins être bien placé pour éviter les blessures. Et ça reste quand même l'objectif numéro 1. Ouais, finalement, quand en introduction du podcast, je disais, voilà, un cycliste pas blessé, c'est un cycliste heureux. Une question que j'ai envie de te poser, c'est... J'ai bien compris que ça allait de 100 et je suis à peu près d'accord avec toi jusqu'à 500 € aujourd'hui, toutes ces études posturales qu'on peut voir en statique, en dynamique et tout ce qu'il y a autour. Mais si on part sur la base de 100, je commence dans le vélo, l'auditeur qui nous écoute, il n'a jamais fait d'études posturales, il commence à ressentir un petit peu de frottement un petit peu partout. Pour toi, d'un point de vue vraiment coaching, conseil, est-ce que c'est plus intéressant, si financièrement c'est compliqué, d'investir justement 100 € là-dedans ou 100 € dans la dernière paire de pneus qui, soi-disant, est plus efficace qu'une autre paire qui existe sur le marché? C'est simple, en fait. L'objectif numéro 1 de l'entraînement,
là on parle même plus d'objectif, c'est carrément la pierre angulaire de l'entraînement, c'est ne pas se blesser. Donc s'il y a tension et si on s'aperçoit que c'est à cause de la position, c'est clair qu'il faut mettre le prix, il faut investir. Les semelles dans les chaussures, il y a aussi un gain de performance. Donc quand on parle de roues, on dit toujours ouais, je vais gagner des watts, je vais gagner de l'aéro, machin. Mais en réalité, la position, ça peut aussi faire gagner des watts, pas forcément grâce à l'aéro, mais plutôt à une position où on va se sentir mieux, plus puissant. Et sur le long terme, quand on commence à avoir mal au dos, ou mal aux fesses, ou un genou qui commence à tirailler un peu, là, on ne met plus les mêmes watts dans les pédales. Donc, finalement, le placement, c'est encore le gain de confort et de puissance qui va être le plus rentable. Ouais, donc on se rend compte que finalement, c'est un petit peu l'investissement à mettre en place quand on commence cette partie vélo et on veut perfectionner. Et toi, justement, tu disais que pendant ta carrière, tu en avais fait plusieurs. C'est quoi? C'était une demande de tes sponsors? C'était un choix, toi, par rapport à l'évolution du marché? Pourquoi, finalement, si j'ai déjà fait 2 études posturales à mon niveau, je me dis, bon, pourquoi pas aller faire une 3e étude posturale? Quel est l'impact, en fait, de toujours revenir sur cette étude-là? En fait, suivant certaines tensions, et puis c'est vrai qu'en tant qu'athlète de haut niveau, il y a des opportunités qui se présentent. Après, ce qu'il faut dire aussi avec une étude posturale, pour tous ceux qui nous écoutent et qui hésitent à mettre le prix, normalement, c'est à vie. C'est-à-dire que, là, je pousse un peu loin, mais normalement, c'est un investissement sur le long terme. Donc, ces placements de cette hauteur de selle, l'avancement de la distance de la selle au guidon, tout ça, c'est des choses qu'on va garder sur des papiers qui sont mesurables. Et donc, on va pouvoir retranscrire d'un vélo à un autre avec plus ou moins de précision, c'est vrai. Mais globalement, c'est quelque chose qui est acquis, à part les semelles qu'il faut peut-être refaire pas tant que ça. Peut-être tous les 2 ans, 3 ans même, pour une pratique assez régulière, ça peut suffire. Ça permet vraiment de garder le genou bien dans l'axe. Donc, ça reste un investissement sur le long terme. Et si on divise donc les 500 € par rapport à un produit, les prix du matos, où finalement, on s'aperçoit que c'est vite dépassé, ouais. Ça reste un bon investissement. Et sinon, pour ma part, donc pour répondre à ta question, lorsque j'ai fait des études posturales, ça a été aussi pour confirmer des sensations, être sûr que je sois bien placé, être sûr que la petite douleur qui commençait à arriver, ce soit juste par rapport à la quantité d'entraînement ou à l'intensité de l'entraînement et pas à cause de la position. Il y a aussi des nouvelles technologies qui sont rentrées. Donc récemment, j'ai changé de partenaire vélo, par exemple. Et donc, je me suis aperçu de nouvelles technologies. Et c'est là que j'ai découvert encore plus de précision dans l'étude posturale. Donc, j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, c'est bon, ça fait 15 ans que je roule mon coco. Si tu me dis qu'il faut que j'avance ma selle ou que je fasse ci ou ça, machin, tu vas me faire rigoler. Et en réalité, c'est faux parce que il y a des nouvelles technologies. À mon époque, les selles, il y en avait 2 ou 3. Ouais. Et bon, tu avais mal aux fesses, et c'était tant pis pour toi. Si elle était trop large ou trop étroite. Maintenant, il y a tellement de produits, tellement de gamme de produits et tellement de niveaux de réglage possible que ça vaut le coup vraiment de se concentrer sur son propre profil pour, encore une fois, individualiser. On parle beaucoup d'entraînement individualisé, mais il faut aussi individualiser son matos, quoi. Ouais, mais c'est sûr qu'il faut remettre du sens sur tout ça, parce que comme tu le dis, on a la chance aujourd'hui d'avoir cette diversité de choix, mais en même temps, c'est un peu une contrainte parce que c'est très complexe. On arrive dans un univers où tu nous parles de différentes marques de sel, de différents gels, de différentes épaisseurs. Enfin, il y a vraiment un annuaire qui est très complet. Et nos auditeurs, c'est des passionnés de vélo à l'état pur, donc du gravel, du vélo de route, même des fois du contre-la-montre. Et une question qui me vient, c'est est-ce que une fois que j'ai fait mes cotes, je suis réglé sur mon vélo de route, est-ce que c'est très simple, je reprends les mêmes cotes et je les balance sur mes autres vélos, ou alors là, il y a encore quelque chose à mettre en place? Ah ouais, non, forcément, comme le prolongateur, le guidon du vélo de chrono est quand même bien différent. Donc forcément, c'est pas du tout le même réglage. On peut même voir la position de la selle. Sur les vélos de chrono, souvent, on a une selle qui est beaucoup plus en avant
pour avoir une position plus agressive. Mais voilà, ça, c'est des tendances. Vraiment, il n'y a que le professionnel qui va pouvoir étudier la position idéale, parce que même sur un vélo de chrono, même quand on parle d'aéro et de professionnel, on voit des positions complètement différentes, avec des guidons hauts, des guidons bas, proches, en boule, allongés, et ça change tout le temps. Donc voilà, c'est important de discuter avec son fitter, et c'est aussi important de discuter sur l'avenir en fait, de sa position. Parce que la position, à un moment donné, qui est confortable, parfois on a envie de la faire évoluer. Des fois c'est un peu cher, on peut peut-être essayer aussi de se dire bon écoute, je mets le prix, mais cette position, comment je peux la faire évoluer sans risque? Donc de mémoire, nous on avait une position confortable et une position un peu plus aéro, et le switch entre les deux il se faisait millimètre par millimètre, et on se disait bon bah voilà, il faut tendre vers un abaissement du poste de pilotage je dis n'importe quoi, allez, 1 cm pour pas aller trop dans l'extrême. Et moi, je descendais du coup 1 mm toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Enfin, 1 mm, c'est peu, mais je dirais 2 mm. Ouais. Et comme ça, on arrivait progressivement à une adaptation de ma souplesse et une adaptation de mes muscles aussi, et de ma capacité à soulever la tête comme ça ou à appuyer avec... en étant un peu plus au-dessus du boîtier de pédalier, donc ça sollicite un peu plus les fessiers. Voilà, il y a une adaptation, donc pour tout changement, il faut y aller avec progressivité. Et justement, on se rend compte que les blessures, tu nous le dis, ça vient énormément de cette partie matérielle. Pour ceux qui sont positionnés même, pour partager mon expérience, changement de cale, je me suis dit, c'est bon, je vais faire mon dessin sur les cales, et puis en fait, pas positionner exactement pareil, ça a généré des douleurs. Donc on se rend compte que le matériel peut être à l'origine et les réglages de vraiment pas mal de blessures. Si on fait un focus avec cette partie vraiment, j'ai envie de dire, entraînement, quelle est la conséquence numéro 1 justement de la blessure? Est-ce que c'est le surentraînement? Est-ce que c'est pour toi, je sais pas moi, une mauvaise gestion de sa planification? C'est quoi un petit peu ton retour là-dessus qui pourrait générer des blessures assez importantes chez les cyclistes? Ouais, c'est un peu plus basique, hein. L'entraînement, ça va être de s'entraîner trop d'un seul coup, tout simplement. On l'a dit, donc une reprise de l'entraînement hivernal en faisant beaucoup trop de volume d'un seul coup, alors qu'il va falloir retourner sur le vélo de manière progressive à raison de peut-être seulement 2 séances par semaine, puis 3, puis 4 et 5, etc. Et quand on se sent bien, on va réintroduire progressivement l'intensité, après avoir fait un petit peu une période de renforcement musculaire aussi. Donc, si on met tout d'un coup, première semaine, intensité, renfort, volume, 7 séances par semaine, etc., on ne va pas se blesser au bout d'une semaine, mais c'est possible que ça arrive quand même assez rapidement. Donc ça, c'est un premier point. Et après, ça peut être tout simplement la récup qui n'est pas au point, un manque de souplesse au niveau du dos, un déséquilibre antagoniste sur les muscles antagonistes, par exemple, qui sont moins forts, donc une faiblesse sur les ischios ou sur les quadris ou sur les mollets, et du coup voilà, c'est souvent un déséquilibre plutôt que vraiment le surentraînement. Ça peut arriver aussi, mais le surentraînement en vélo va déboucher beaucoup plus sur un surmenage, donc en gros une fatigue non fonctionnelle, hein. Je pense que tu pourras voir ça dans un épisode avec Anaël Aubry, c'est un expert là-dedans, la fatigue non fonctionnelle ou la surfatigue fonctionnelle. Quoi qu'il arrive, on est sur des seuils à ne pas trop dépasser pour justement être capable de récupérer facilement et repartir sur un entraînement. Et justement, sur cette charge d'entraînement, comme tu le dis, c'est quand même assez rare. Pour éviter d'arriver à une charge d'entraînement vraiment très conséquente, est-ce qu'il y a des applications, est-ce qu'il y a des choses qui existent pour mesurer cette charge, mesurer la fatigue engendrée, quelque chose de vraiment technique dans le vélo ou pas? Le gros avantage du vélo, comme on l'a dit quelquefois dans la tête d'un cycliste sur le podcast, c'est qu'on a un capteur de puissance. Et il y a
pas beaucoup de sports, à ma connaissance, qui ont cette chance, les sports d'endurance. On a le cardio, on a les sensations, on a le volume, mais en vélo, on a quand même le capteur de puissance qui est un super outil. Donc, on arrive quand même à donner un indice de difficulté sur chaque séance. Ok. Et on peut cumuler les trois. Un coach, moi perso, quand j'analyse une séance d'un athlète, je regarde son ressenti. Donc, on appelle ça le RPE. C'est juste le ressenti de l'intensité en fin de séance. Et il y a un calcul de charge qui est assez connu, qui multiplie juste le temps en minutes par cet indice de difficulté. Donc, tu vois que ça prend deux informations, les sensations et le temps. Ok. De la séance. Donc, on a un chiffre, et voilà, ça, c'est un premier exemple de charge d'entraînement et qui nécessite finalement aucun capteur, puisqu'il n'y a que le ressenti et le temps. Et donc, si on cumule ça avec le temps passé dans chaque zone d'intensité de puissance, grâce au capteur, là, on a une deuxième indication qui est précise aussi, et on peut faire encore le même exercice avec le capteur cardio, pour les cyclistes qui ont un capteur cardio. Bon, après, là, on est bardé de capteurs, on en a partout. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais des fois, on a choisi un capteur qui nous plaît, et puis on continue. Donc, l'idée, c'est évidemment de l'utiliser à chaque fois. Comme ça, on peut comparer une semaine à l'autre, une saison à l'autre, une séance à l'autre, et se dire, bah voilà, là, moi, mon calcul de charge préféré, c'est celui-là. Les sensations, parce que j'ai pas de capteur de puissance ni de capteur cardio, ok. Donc, à la fin de chaque séance, je mets mon petit RPE, ma note de 1 à 10, et en fait, je regarde mon évolution, ma charge quotidienne, ma charge hebdomadaire, et en fait, je m'aperçois que en fait, elle s'accumule, ou alors au contraire, elle est trop linéaire, il n'y a pas de période de repos. Voilà, en tout cas, quand il y a une blessure qui commence à arriver, c'est l'occasion de se replonger un petit peu dans cette charge d'entraînement et de se dire, ok, là, ce schéma-là de courbe, il ne faut pas que je le reproduise parce que ça débouche sur une blessure. Et justement, sur cette partie blessure, charge d'entraînement. Blessure ou surentraînement, je voulais dire, vu que là, on est sur la partie surentraînement, excuse-moi. T'inquiète, pas de souci. Et justement, sur cette partie vraiment entraînement, tu le sais, tous les deux, on est des passionnés de cyclisme. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont se retrouver là-dedans. On comprend l'importance de faire des séances à intensité, d'aller faire des séances de PMA, etc. Mais de temps en temps, le temps est un petit peu restreint pour les positionner, ces séances-là. Et on a souvent, en tout cas, je serais peut-être le mauvais exemple, j'ai souvent l'habitude de contracter l'échauffement, contracter la récupération. Quelle est la place de l'échauffement et de la récup juste dans les séances pour éviter toute blessure pour un sportif ? Alors là, tu as mis le doigt sur un gros sujet. Un gros sujet de base qui est à annoncer, dont on va bien parler, et d'autant plus chez les amateurs qui ont déjà un peu moins d'expérience et en plus qui n'ont pas beaucoup de temps. Et c'est l'échauffement et la récup, mais surtout l'échauffement. Moi, je le vois sur les stages qu'on organise, il n'y a pas d'échauffement. Parce que déjà, on est tellement excité d'aller rouler que ça part direct, et on a dit qu'on roulait cool et on roule à bloc. Donc déjà, la sortie en endurance, elle n'est pas en endurance, et en plus, on ne s'échauffe pas. Donc là, déjà, ça part mal. Heureusement que le stage, il ne dure pas un mois. Et donc, pour revenir au sujet, l'échauffement, c'est la base de tout. Ça permet vraiment au corps déjà de se placer en position de calibrage pour faire un effort, que ce soit le cœur, les muscles, les artères, tout, la concentration, la coordination, les articulations, les tendons aussi, les fibres musculaires, finalement, la contraction musculaire, c'est des fibres qui se frottent entre elles, qui se contractent, et donc ça crée forcément des frottements un peu partout dans les articulations, etc. Et mine de rien, le corps, quand il est assis sur une chaise toute la journée, il n'est pas rouillé, mais il y a des petites adhérences qui se créent parce qu'on est assis sur la chaise et les ischios, ils sont comprimés. Et donc, si on monte sur le vélo, bim bam, ça y est, il est 18h, j'ai jusqu'à 20h pour faire mes 2 heures, et donc je veux faire le maximum de kilomètres possible. Et là, on part, et une fois, ça va passer. Et quand on est jeune, ça passe. Puis quand on est moins jeune, comme moi, ça passe un peu moins. Et c'est même prouvé scientifiquement, en fait, qu'au plus on vieillit, et en fait, il y a un calcul précis, c'est que
tous les X années, je crois, c'est tous les 5 ans, à partir de 35 ans, il faut rajouter 10 minutes d'échauffement, quoi, un truc comme ça. Ok. Et tout ça pour dire que l'échauffement, c'est la base de tout et que c'est hyper important. Et au plus on est âgé et au plus il faut s'échauffer longtemps. Ah bah tu vois, ça je le savais pas, donc pour l'instant j'ai encore cette cartouche et ce joker, on va dire. Et tu dis souvent qu'il faut être connecté à ses sensations, mais j'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, qu'on n'a pas tous les mêmes capacités à comprendre pourquoi on a mal à tel endroit, pourquoi on ressent cette chose-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné et qui se travaille pas, tu vois, d'être connecté à son corps et d'essayer de comprendre un petit peu tous les signaux d'alerte, ou alors c'est quelque chose... on l'a ou on l'a pas, et il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Ouais, c'est sûr, on n'est pas tous égaux à l'intérieur, au niveau du cœur, des muscles, le potentiel, etc., de performance, et on n'est pas tous égaux non plus dans notre capacité à être connecté, soit avec la technologie, soit même avec son propre corps. Hein, on a tous vécu des choses différentes. Un athlète de haut niveau qui baigne dans le sport depuis ses 5 ans, à qui on demande s'il a pas mal par-ci, pas mal par-là, si on lui fait faire des mouvements de bras, de jambes, qu'on mesure tout, etc. Il va être sensibilisé aux sensations. Il va sentir la première goutte de sueur qui va sortir de son corps. Il va sentir s'il est chaud, s'il n'est pas encore chaud, si ça tire un peu à droite, à gauche, ou s'il a, ça y est, l'envie, elle est arrivée, boum, c'est bon, il peut y aller. Et à l'inverse, un amateur qui débute, ça ne lui parle pas trop. Donc, il faut d'autant plus faire attention et être à l'écoute du moindre petit signal parce qu'on va avoir du mal à le capter quand on est amateur. Et évidemment, suivre les conseils parce qu'on peut moins faire appel à son feeling. Clairement, un exemple concret, c'est quand on voit des athlètes qui arrivent blessés, qui demandent des conseils en coaching et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont blessés, et ils te racontent ce qu'ils ont fait à l'entraînement les 6 derniers mois, tu te dis, mais en fait, comment tu pouvais ne pas te blesser ? Ouais. Et c'est pas parce que le mec, il est plus bête qu'un autre, c'est juste que voilà, c'est une question d'expérience, d'apprentissage. Il y a des professionnels et des novices partout, dans tous les domaines. Et en fait, c'est là que c'est intéressant de faire appel à un coach ou quelqu'un d'expérimenté parce qu'on gagne beaucoup de temps. Ouais. Et on arrive à vite trouver la source des problèmes et comment rectifier le tir pour plus blesser, justement. Ouais, donc on se rend compte qu'il y a vraiment une partie qu'on vient de faire qui est vraiment une partie entraînement pur et une partie matérielle. Donc tout ça, on va le synthétiser. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Dans la tête d'un cycliste. Vous la recevez tous les samedis matins avec un récap justement des épisodes. Toi, de ton côté, Fred, si tu devais synthétiser en quelques éléments clés cette partie-là pour éviter la blessure, qu'est-ce que tu nous dirais en 1 minute, quoi ? En 1 minute, déjà le positionnement sur le vélo, puisque c'est un sport, il y a une partie mécanique dans le vélo, on fait corps avec sa machine, donc étudier et être à l'écoute de tous les points de contact avec la machine, à savoir les mains sur le guidon, les fesses sur la selle et les pieds sur les pédales. Est-ce qu'on est bien dans l'axe ? Est-ce que même en roulant doucement, ça tire quelque part ou ça fait mal ? À part, on l'a dit, les fesses sur la selle où parfois il y a une petite période d'adaptation. Mais si ça tire de manière un peu trop forte, ça veut dire qu'il faut aller voir un fitter, un bike fitter. Okay. Donc, premier conseil, un bike fitter. Il y a tous les budgets, on l'a dit, mais au moins avoir une première idée de la position idéale, parce que parfois on peut faire des grosses erreurs. Ouais. Deuxième conseil sur l'entraînement, s'entraîner intelligemment, surtout au début, à la reprise. Respecter les périodes d'échauffement, la progressivité dans la séance, la progressivité dans la journée, la progressivité dans la semaine et dans l'année. C'est-à-dire qu'en début de saison, il faut y aller tranquille quand on reprend l'entraînement. Et puis après, dans la séance, en fait, la progressivité, c'est tout simplement rappeler la notion de l'échauffement où on peut rouler à 15 à l'heure. Alors c'est vrai que ça ne fait pas rêver sur certaines applications communautaires, mais pourtant c'est hyper important. Donc arrêtez de regarder la moyenne à la fin de la sortie, parce que sinon vous allez mal vous échauffer. Fred, merci pour tout ce partage. Je te propose qu'on passe à la rubrique vrai du faux. Est-ce que tu es prêt ? Prêt. Et c'est parti pour la fameuse rubrique vrai du faux.
Fred, on va commencer par une question qui est assez simple. Vrai ou faux, les blessures sont une étape normale dans la progression d'un cycliste? Je peux pas laisser dire ça. D'habitude, tu es souvent positionné entre vrai et faux. Ouais, non, là quand même. Alors, ok, c'est vrai qu'on pousse son corps à rude épreuve. Quand on fait une recherche de performance, on jongle un petit peu avec les limites. On essaye de les repousser. Donc, la limite, elle est là. Hop, on la pousse un peu. Une fois qu'elle est installée ici, on la repousse encore un peu. Et parfois, c'est vrai qu'on la pousse un peu trop fort, mais l'objectif, ça reste de la pousser de manière mesurée pour justement éviter les blessures. Et si on fait ça bien, normalement, on peut arriver à éviter les blessures, surtout si on est bien positionné sur son vélo. Donc, je ne peux pas laisser dire ça. Et justement, toi, tu dis que c'est toute une question de balance. Donc, le but, est-ce que c'est de minimiser les blessures? Parce que, quand même, en introduction, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, mais en introduction, tu m'as dit il faut prendre conscience des blessures qu'on a eues pour ne pas les répéter. Donc, on a souvent ce truc de se dire, en fait, au moins, j'accumule de l'expérience. Est-ce que c'est une étape nécessaire, en fait? J'ai envie de dire, est-ce que finalement, tous les cyclistes que tu as vu passer ont quand même rencontré la blessure et c'est plutôt une remise en question. Limite, ça serait, pouvons-nous éviter toutes les secondes blessures à répétition? Oui, la seconde blessure, oui. Comme on dit, l'erreur est humaine. Répétée et diabolique. Mais la seconde blessure, oui, c'est clair, il faut l'éviter. Mais quand même, la première, l'éviter, c'est peut-être parfois délicat, mais en tout cas, la sentir arriver et la traiter rapidement. Ok. Vrai ou faux, il est toujours préférable d'arrêter complètement le vélo en cas de blessure? Voilà, c'est pareil, il faut quand même étudier quelle est la blessure. Maintenant, on sait que pour des blessures style tendinite, même déchirure musculaire, on peut rapidement remonter sur le vélo. Alors, l'idéal, c'est d'aller sur le home trainer, de mettre quasiment aucune résistance et faire plus de la mobilité au début. Ça commence par ça. Et à l'inverse, rester allongé dans le canapé parce que on a une blessure ou une tendinite au fessier, par exemple. C'est pas conseillé maintenant. On sait qu'il faut continuer à bouger. Déjà parce que sinon, au moment de la reprise, il est possible que même si la douleur est partie, elle revienne à l'identique au moment de reprendre. Et en plus, parce que la mobilité fait que ça fait du bien à l'articulation, ça fait du bien aux tendons, ça fait du bien aux os, ça fait du bien aux muscles, ça les stimule, ça les vascularise. Donc, il faut bouger. Mais évidemment, avant tout, il aura fallu trouver la cause. Parce que si on continue de bouger et que la cause n'est pas identifiée, on fait que aggraver la situation. Ouais, donc on se rend compte qu'il y a quand même une notion de mouvement, et mouvement qui est moindre, qui est vraiment adapté en fonction de la pratique du cycliste. Vrai ou faux, un bon réglage de la selle, et on a fait quand même un gros focus là-dessus, suffit pour éviter les douleurs au genou? La selle et les cales. La selle et les cales, c'est les deux extrémités. Y a le mouvement, il part de la hanche, fessier, quadri, ischio, mollet, solaire, etc. Il y a quand même l'autre extrémité qui est hyper importante, sachant qu'en plus, sous la cale, ça peut se balader dans tous les sens. Donc, un peu trop sur l'extérieur ou sur l'intérieur, faut faire attention à ça. Ok, merci à toi pour cette réponse. Et la dernière, vrai ou faux, les cyclistes se rasent les jambes pour faciliter l'application et le retrait des straps? Il y a un peu tout qui est dit à propos du rasage des jambes des cyclistes. En réalité, tout est faux, tout est vrai. Ça dépend un peu de qui le fait, où est-ce qu'il pousse le curseur. Est-ce que c'est plus esthétique? Est-ce que c'est plus pour faciliter le massage? À un moment donné, c'est aussi pour faciliter la cicatrisation en cas de blessure. Il y a ça aussi. Et du coup, je ne sais même plus quel était ton exemple. C'était pour enlever les straps. J'espère que ce n'est pas que pour ça quand même. Et il y a même un peu d'aéro qui joue. On sait que la peau est même encore moins aéro que le textile. Donc, la peau avec les poils, ça doit être encore pire. Donc voilà, un mélange de tout ça. Mais ce n'est pas que pour les straps. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une notion, comme tu le disais, malheureusement ce sport, et c'est pour ça qu'il est aussi beau, on est sujet à la chute, et finalement il y a quand même un sujet, si on se rase, c'est plus efficace une fois que la blessure elle est arrivée, quoi.
Oui, c'est sûr. C'est sûr, on peut anticiper. De toute façon, voilà, c'est un mélange d'un peu tout ça. Donc, bon. Chacun son choix. Ouais, chacun son choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Après, il y a des rôle. tendances. Il y a des modes. styles aussi. Il n'y a pas de mauvais ou de bons styles. L'important, c'est de se faire plaisir et que tout le monde pratique voilà, dans de bonnes conditions et sans se blesser si possible. Bah écoute, merci à toi pour ce bel épisode, Fred. C'était vraiment un grand moment de partage. J'espère que les auditeurs vont éviter les blessures au maximum. Je tenais vraiment à remercier les équipes de Sunday Night Productions qui font un énorme travail pour nous permettre de travailler dans des